aujourd'hui, on va commencer un deuxième chapitre. On a dû finir un petit peu vite sur les espaces de Hilbert, j'espère en dire un peu plus, mais je pense qu'on a dit l'essentiel pour ce dont on aura besoin en maths, en physique quantique. Et on complétera éventuellement s'il y a des besoins ponctuels. En tout cas, je pense que vous avez bien compris ce qu'était un espace de Hilbert, ce qu'était une base de Hilbert. Je vous encourage à aller regarder la petite vidéo que j'ai ajoutée donc, sur la playlist du cours, où j'ai démontré un théorème que j'avais énoncé dans le cours, mais je n'avais pas eu le temps de démontrer. Donc je vous encourage à le faire, à aller voir ça et regarder comment la démonstration se déroule. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Donc on va commencer aujourd'hui un deuxième chapitre, qui est un épisode absolument magnifique des mathématiques, donc qui s'appelle, j'appelle ça mesure et intégrale de Lebesgue. Je devrais peut-être dire mesure et intégration de Lebesgue. Je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ça auparavant. Intégrale de Lebesgue, mesure de Lebesgue. Alors c'est quelque chose de magnifique qui est une extension de la théorie de l'intégration de Riemann, qui est celle que vous connaissez, je pense. Donc je vais commencer par un petit rappel sur l'intégration de Riemann, puis faire une petite présentation un tout petit peu générale de l'idée qu'il y a derrière l'intégration de Lebesgue. Et puis on passera un petit peu en détail à cette étude-là. Alors évidemment, on pourrait faire 2 semestres entiers juste là-dessus, d'un point de vue mathématique. C'est un domaine extrêmement riche, extrêmement beau aussi, parce que c'est bien carré, c'est la bonne façon de faire des intégrations en mathématiques, et donc en physique aussi. Et on en a besoin pour traiter proprement les problèmes d'intégration liée aux transformés de Fourier qu'on verra après. Et puis, de manière générale, les espaces de Hilbert, les espaces de fonctions qui sont les espaces de Hilbert qu'on utilise en physique quantique, nécessitent cette intégration-là, donc il faut absolument qu'on présente ça. Alors, grand 1, ça va simplement être une introduction. Introduction et rappel, enfin, ça va être juste quelques rappels généraux sur l'idée de l'intégration. Donc, premièrement, rappel intégral de Riemann. Alors, vous connaissez tous l'intégrale de Riemann, je suppose. L'idée, c'est vous avez une fonction f. Et si vous voulez, alors je représente une fonction. Si vous voulez intégrer la fonction f de a à b, si la fonction n'est pas trop discontinue, si elle est continue, c'est parfait. Cette fonction est intégrable entre a et b, pardon, de a à b. Et l'idée de l'intégrale de Riemann, c'est de découper l'intervalle AB, d'accord, en petits, alors c'est ce qu'on appelle une partition. Donc, vous faites une partition de AB, c'est-à-dire que vous prenez n, vous subdivisez AB en n intervalles. Alors vous allez écrire que l'intervalle AB, ça va être donc cette partition, ça va être un x0 qui vaut a, x1, x2, xn qui vaut b, d'accord? Donc vous avez ici x1, x2, vous subdivisez l'axe des x, si vous voulez, si j'ai une fonction ici f de x. Donc l'intervalle AB, ça va être l'union des de xn-1 à xn, de n égale 1, de x-1 à xi,
de I égale 1 à N. Okay, donc vous subdivisez l'intervalle comme ceci, et puis vous allez compter. Ensuite, vous allez prendre une n valeur de x. Je vais noter sur un web. État 1, état 2, état n, avec état i qui est dans l'intervalle, si vous me permettez d'appeler cet intervalle-là i indice i, état i dans ii. Et donc vous prenez une subdivision comme ça de l'intervalle AB, et dans chaque petit sous-intervalle, ici, vous prenez un certain nombre quelconque. Donc par exemple ici vous avez état 2, ici vous avez donc état i, et puis vous regardez la valeur de la fonction en f de état i, d'accord, et vous formez la somme. J'ai donné un nom spécial à ça. Alors oui, j'ai appelé ça. Alors j'ai appelé ça S de P et de état. Alors P, c'est cette partition-là, partition de AB grand P. Et ça, c'est une collection de points que j'ai appelé état. Donc pour chaque partition, c'est-à-dire subdivision de l'intervalle ici, et chaque choix de n nombre, 1 dans chaque intervalle, vous pouvez former la somme, qui est simplement donc la somme de i égale 1 à n, de f de état i, fois xi moins xi moins 1. D'accord ? C'est-à-dire que vous prenez la valeur de la fonction au nombre état i, et puis vous multipliez par la largeur de l'intervalle. Ça vous donne l'aire de ce petit rectangle-là, puis vous faites la somme, et vous avez et on aimerait bien que ça tende vers, que ça ait une limite, et la limite, c'est ce qu'on appelle l'intégrale. Ça, c'est vraiment l'idée de... C'est l'idée de l'intégration de Riemann. Vous pouvez appeler, par exemple, vous pouvez définir la longueur de la partition n de P comme étant le max des xi moins i, moins 1, pardon, de i égale, enfin pour i, d'accord ? Hein, donc, vous appelez la longueur de la partition la taille du plus gros des intervalles que vous avez ici. Et puis, ce que vous voulez, c'est que si vous faites la limite de ça, donc vous prenez une suite PK état K comme ça. Une suite PK état K de partition de AB telle que la limite de la longueur de PK, c'est 0. C'est que longueur de PK tend vers 0 quand K tend vers l'infini. Donc vous prenez des subdivisions de plus en plus fines, en fait, en faisant tendre la longueur du plus grand intervalle. Si vous voulez, vous pouvez les découper en intervalles de taille égale, auquel cas, ce que j'ai appelé longueur de l'intervalle, longueur de la partition, c'est la longueur de chaque intervalle, mais c'est même pas la peine. Vous prenez n'importe quelle partition, simplement vous prenez des partitions de plus en plus fines jusqu'à faire tendre la taille du plus gros intervalle, ou de tous les intervalles, donc vers 0. Et ce que vous voulez, c'est que, du coup, cette somme-là est une limite. Je vais me mettre en dessous, là. Alors, si la limite est S de PK état K
quand k tend vers l'infini existe d'une part et est indépendante, ça c'est ça le point clé bien sûr, indépendante de la suite des partitions que vous avez choisies, alors on dit que la fonction est intégrable. Alors f est dite intégrable de A à B et on note cette limite, donc somme de A à B de f de x dx. Voilà, ça c'est donc la limite en k tend vers l'infini de S de pk est à k. Alors c'est un peu formel dit comme ça, mais vous connaissez l'intégrale de Riemann, j'espère que vous voyez ce dont il s'agit. Hein. L'idée c'est que vous prenez, pour chaque intervalle, vous prenez la surface du rectangle à partir d'un point quelconque ici. Mais si la fonction est continue, eh bien en fait, quel que soit le point que vous prenez là, à partir du moment où vous allez faire tendre la largeur de l'intervalle vers 0, bah, ça ne va pas changer la limite que vous obtenez. Et cette limite, ça va être l'aire sous la courbe, c'est-à-dire l'intégrale, c'est ça qu'on appelle l'intégrale de Riemann, et donc et on note somme de A à B de f de x dx. Donc vous prenez la valeur dans l'intervalle petit dx, la valeur au point x, hein, si vous faites tendre dx vers 0, évidemment du coup il n'y a plus qu'un point, c'est justement le point x, et vous faites la somme des f de x dx que vous sommez les uns à côté des autres. Donc vous avez f de a dA plus f de a' dA' plus f de a seconde, enfin voilà. Mais l'idée c'est que vous allez faire tendre vers 0 la largeur des intervalles, et si ça a une limite qui ne dépend pas de la manière dont vous avez découpé, parce que si vous découpez autrement, vous avez une autre limite, bah, ça veut dire que la fonction n'est pas intégrable. Donc lorsqu'il y a une limite, on appelle, c'est la définition de l'intégrale de Riemann, donc ça c'est la philosophie de l'intégrale de Riemann. Vous découpez comme ça, et quand il y a une limite, s'il y en a une, vous dites que la fonction est intégrable, et vous appelez intégrale justement cette limite-là. Alors, toutes les fonctions ne sont pas intégrables, il n'y a pas toujours une limite comme ça qui ne dépend pas de la façon dont vous avez découpé les intervalles et dont vous les avez fait tendre vers 0, mais quand ça existe, la fonction est intégrable. Alors en particulier, on montre facilement qu'il existe une limite comme ça dès lors que la fonction est continue. Donc toute fonction continue est intégrable, on dit intégrable de Riemann, c'est-à-dire intégrable selon la philosophie de l'intégrale de Riemann. Mais il n'y a pas que les fonctions continues qui sont intégrables. Vous avez des fonctions réglées qui sont des limites de fonctions en escalier. Il y a des fonctions non continues qui sont quand même intégrables. Grosso modo, s'il n'y a pas trop de discontinuité dans la fonction, elle va être intégrable de Riemann, c'est-à-dire que quel que soit le découpage que vous faites, si vous faites tendre la taille du découpage vers 0, eh bien la limite ne sera pas dépendante de votre découpage et de la façon dont vous tendez vers 0, et ce sera l'intégrale. Alors, donc c'est très bien, l'intégrale de Riemann, c'est ce que vous avez vu cette théorie, je pense, en détail à diverses occasions. C'est ce que vous avez utilisé jusqu'à présent. Et encore une fois, quand on a affaire qu'à des fonctions continues, de toute façon, l'intégrale de Riemann, ça marche très bien, parce que toutes ces fonctions-là sont intégrables. Toutes les fonctions continues sont intégrables. Mais il y a des fonctions un peu pathologiques qui ne sont pas intégrables de Riemann, et c'est embêtant. Alors, une fonction classique, c'est ce qu'on appelle la fonction de Dirichlet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fonction. La fonction de Dirichlet, c'est la fonction qui vaut 1 sur les rationnels et 0 sur les réels non rationnels. Je vais la noter d de x. Et donc d de x égale 1
si x est dans Q, d'accord? Donc d de 3,5, ça fait 1. D de 7/12, ça fait 1. Enfin bref, d de n'importe quel nombre rationnel, ça fait 1. Par contre, d de x égale 0 si x n'est pas dans Q. Donc d de pi, ça fait 0. D'accord? D de E, ça fait 0. D de tous les nombres non rationnels, ça fait 0. D de racine de 5, ça fait 0. Okay. Alors, cette fonction, bon, enfin, elle est intéressante, elle fournit des exemples et des contre-exemples, mais en particulier, vous voyez que si vous essayez de la tracer, ça va être un peu compliqué, parce que cette fonction, comme vous savez, Q est dense dans R, donc si vous, ne serait-ce que sur l'intervalle 0,1, bah, ça vaut 1 à tous les rationnels et 0 à tous les non rationnels, mais il y en a partout de façon dense. Enfin, donc à tracer, si je la trace, ça va faire un truc comme ça, d'accord? Mais la question, c'est est-ce qu'on peut intégrer ça? Alors, avec l'intégrale de Riemann, cette fonction n'est pas intégrable. C'est-à-dire, je ne peux pas calculer somme de 0 à 1 de d de x dx. Justement parce que, suivant la façon dont je découpe l'intégrale, dont je découpe l'intervalle 0,1, si je le découpe en prenant toujours, j'ai le choix de l'intervalle et j'ai le choix du état. Quels que soient les intervalles que je prends, je peux choisir de prendre état rationnel ou pas rationnel, puisque dans n'importe quel intervalle, il y a des rationnels et des non rationnels. Donc si je prends les rationnels, ça va me faire 1, si je prends les non rationnels, ça va me faire 0. Donc jamais je vais avoir une limite qui est indépendante du choix des états là-dedans. Donc cette fonction, trivialement, n'est pas intégrable de Riemann. Alors c'est embêtant, et un des atouts de l'intégrale de Lebesgue, c'est que cette fonction va être intégrable dans la perspective de Lebesgue. Il y a d'autres bonnes raisons, enfin, puisque bon, ok, vous allez dire que c'est un peu artificiel comme fonction. En fait, de manière plus générale, l'intégrale de Riemann a un peu de mal avec les phénomènes de limite. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des fonctions intégrables, mais si vous prenez la limite d'une série de fonctions qui sont intégrables, ça ne va pas toujours bien se comporter. C'est-à-dire que la fonction vers laquelle on tend va souvent être pas intégrable comme on voudrait. Et comme prendre des limites, c'est quelque chose d'important, quand on a vu les espaces de Hilbert, les fonctions en physique quantique sont des éléments d'un espace de Hilbert. Et donc, vous vous rappelez que dans l'espace de Hilbert, avec ces bases de Hilbert, l'idée c'est de définir chaque élément comme une limite de combinaison linéaire finie, mais donc comme une espèce de combinaison linéaire infinie d'éléments. Donc on a souvent envie de passer à la limite, et si on perd l'intégrabilité en route, ça ne va pas se comporter comme il faut, et donc on ne va pas pouvoir définir des espaces de Hilbert aisés à manipuler, enfin qui ne seront même pas du tout des espaces de Hilbert si on ne fait pas attention. Donc, voilà les raisons pour lesquelles l'intégrale de Riemann, qui est très très bien sur les fonctions gentilles, c'est limité et ça pose un problème. Donc on va introduire maintenant l'idée de l'intégrale de Lebesgue. D'abord juste l'idée et puis ensuite on va la construire proprement. Donc idée de l'intégrale de Lebesgue, de la l'équation de Lebesgue. Alors l'idée de l'intégration de Lebesgue, elle est assez amusante, c'est que, donc si vous avez une fonction, donc pour intégrer cette fonction f de x de a à b, c'est f de x. L'idée de Riemann, on l'a vu, c'est de découper l'intervalle AB en petits bouts et puis de prendre une valeur là-dedans et puis faire la somme. L'idée de Lebesgue, c'est au contraire de subdiviser l'axe des Y. Donc vous allez faire une subdivision comme ça. Bon, bref.
Donc vous allez subdiviser, vous allez avoir un y0, yi plus 1, yn, d'accord? Et puis, vous allez compter, vous allez regarder pour cette valeur-là, enfin pour une valeur entre yi et yi plus 1, l'idée ça va être toujours de faire tendre la subdivision vers 0, hein. Vous allez regarder quels sont les intervalles, quelles sont les valeurs de x qui donnent une valeur de la fonction ici. D'accord? Donc là, typiquement, pour cette valeur de la fonction, bah en fait, ce point-là, donc cet intervalle-là, ce premier-là, plus celui-là, enfin union celui-là, donc ça, j'aurais dû prendre une autre couleur, pardon. D'accord, donc cet intervalle-là et cet intervalle-là correspondent à une valeur entre yi et yi plus 1. Si vous prenez cette valeur-là, ben vous allez avoir... Ah non, pardon, j'ai fait une bêtise là. Ah, excusez-moi. Tout faux. Je refais le dessin, ne bougez pas. Je refais le même dessin. Pardon. Pardon. Donc je subdivise. Donc y1. Y plus 1, excusez-moi, yn. Voilà. Pardon, les valeurs de x qui donnent cette valeur-là, c'est pas tout ça, c'est tout ça là. Voilà. Ça donne la bonne valeur. Ça donne la bonne valeur. Ici, ensuite là. Est-ce que vous le voyez ça? Vous voyez ce que je fais, hein? Ici, tout ça, puis là. Ok? Vous voyez là ce que j'ai fait? Hein, je regarde, donc je prends une bande là, donc une certaine valeur de f de x, et je regarde tous les x qui donnent cette valeur de f de x, enfin entre yi et yi plus 1. Donc tous ces points-là donnent la bonne valeur. Celui-là, non, il donne une valeur plus grande, celui-là, il donne une valeur plus petite. Donc je prends tous les x qui donnent cette valeur-là. D'accord? Et puis du coup, je peux regarder la taille de tous les petits intervalles de x qui donnent la valeur yi. Donc ça, je vais appeler ça l'union de tous ces petits intervalles. Je peux le noter i indice i. D'accord? C'est tous ceux qui donnent une valeur de f entre yi et yi plus 1. D'accord? Et je vais dire que tous ces intervalles-là, cet intervalle au complet donne cette valeur-là. Puis après, je vais prendre une autre valeur, je vais regarder ce qui se passe entre yi plus 1 et yi plus 2. Et donc, je vais rajouter ces petits intervalles-là. En l'occurrence, celui-ci et celui-là, d'accord? Tous ces points-là, tous les points x en bleu, donnent la valeur, je fais tout ça, et puis là, rien du tout, et puis là, tout cela et cela. D'accord? Tous les points en bleu ont la valeur entre yi plus 1 et yi plus 2. Et donc l'idée, ça va être de dire que cette intégrale-là, donc l'intégrale, somme de f, note comme ça, de a à b, ça va être en fait la somme de la longueur de cette réunion d'intervalles fois
la valeur YI, quoi, grosso modo. Je mets des guillemets, on va construire ça proprement. Vous voyez l'idée? Ou pas? Pas trop? Il y a une analogie très simple qui donne une bonne idée, c'est la manière dont vous comptez de l'argent si vous êtes un commerçant, par exemple. Vous voulez savoir à la fin, donc vous êtes boulanger, et vous prenez des baguettes, vous vendez des baguettes, vous vendez des gâteaux, vous vendez des trucs. À la fin de la journée, vous voulez faire votre bilan. Alors il y a plusieurs façons de savoir quelle est votre recette de la journée. Soit vous prenez le premier client, il vous a donné 1 euro. Le deuxième client, il vous a donné 2,30 €. Puis le troisième client, il vous a donné 5,40 €. Et puis donc la fonction à intégrer, ça va être la somme des tarifs, la somme de l'argent que vous a donné chaque client. Le premier client vous a donné ça, le deuxième client vous a donné ça, le troisième client vous a donné ça. Et vous faites la somme, et vous avez l'intégrale. C'est bien, mais c'est super pas pratique. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes un commerçant? Le boulanger, il fait quoi? Il vide sa caisse, il va trier, il va mettre les billets de 5 à gauche, il va grouper les pièces de 1 euro, les pièces de 2 €, les pièces de 20 centimes, enfin bon, je ne vous les fais pas toutes, les billets de 5 €, et puis il va compter, alors ça j'en ai 232, ça, ça j'en ai 57, ça j'en ai 12, ça j'en ai 22, ça j'en ai 53, voilà, et puis il va simplement faire, il va dire j'ai 232 fois ça, plus 57 fois ça, plus 12 fois ça, d'accord? Vous allez grouper par billet ou pièce de même valeur, vous allez compter combien il y en a, et vous allez faire la somme. C'est beaucoup plus simple que de prendre un par un, 1,20 plus 5,30 € plus à nouveau 1,20 €. Si vous avez 12 fois 1,20 € parce que votre baguette est à 1,20 €, c'est du vol, soit dit en passant. Vous allez regarder combien vous avez vendu de baguettes et vous allez multiplier 1,20 € par le nombre de baguettes vendues. Et vous aurez la somme complète. C'est exactement ça la philosophie de l'intégrale de Riemann. Vous prenez une valeur de la fonction et vous regardez combien de fois vous l'avez eue en fait. D'accord? Donc pour cette valeur-là de la fonction, alors c'est un intervalle de fonction, mais un intervalle de valeur, mais après vous allez faire tendre vers 0 cet intervalle, bien sûr. Donc pour un intervalle de valeur, vous regardez combien de fois, donc là, pour la valeur en rouge, c'est tous ces, voilà, tout ça là, pour les valeurs en rouge, vous avez eu cette longueur de x, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Donc vous allez faire la somme de toutes les longueurs suivant x qui donnent cette valeur-là, et vous allez multiplier cette valeur par combien de x vous l'en donnez. Et puis après vous faites pareil avec une autre valeur, vous regardez cette valeur-là, combien il y en a qui l'ont atteinte. Eh bien il y a tous les intervalles en bleu. Donc vous regardez la somme des intervalles en bleu, c'est-à-dire tous les x qui vous ont donné cette valeur-là, et vous multipliez le nombre de x qui donne la valeur y par y, et puis vous faites la somme, et vous allez obtenir l'intégrale, l'ensemble de l'argent qui vous a été donné. C'est plus clair comme ça? Alors, bien évidemment, de même que à la fin de la journée, si le boulanger compte sa recette, s'il procède achat par achat ou bien en regroupant comme ça, il va trouver la même somme. Donc là c'est pareil, l'intégrale, enfin procéder en découpant y et en comptant combien de x vous ont donné cet y, ou bien découper suivant x et regarder pour chaque intervalle de x quel était le y moyen. Si vous faites ça ou ça, ça va vous donner la même intégrale. Mais là où c'est fort, c'est que certaines fonctions sont pas intégrables quand vous procédez comme ça, alors qu'elles le sont quand vous procédez comme ça. Alors évidemment, pour les fonctions continues, pour les fonctions qui vont bien, c'est exactement pareil. Il faut que vous fassiez à la Lebesgue ou à la Riemann, vous allez trouver pareil à coup sûr. Enfin, c'est la moindre des choses. Mais, par exemple, pour la fonction de Dirichlet, eh bien, vous ne pouvez pas procéder comme ça, justement, parce que il n'y a pas de limite, c'est ce qu'on vient de voir. Hein, si vous essayez de découper de plus en plus fin en prenant un représentant des x, un représentant de la fonction pour chaque intervalle, suivant le choix que vous faites, vous n'allez pas trouver la même chose. Donc, il n'y a pas de limite
à cette méthode-là pour la fonction de Dirichlet. Par contre, pour cette méthode-là, ça va être parfaitement possible. Comment ça va marcher pour la fonction de Dirichlet? Ben, en fait, c'est simple. Pour la fonction de Dirichlet, il n'y a que deux valeurs possibles de y. D'accord? D de x ici. Il n'y a que deux valeurs possibles de y, c'est soit 1, soit 0. C'est 1 à chaque fois que vous avez un non rationnel, et c'est 0 à chaque fois que vous avez... Non, c'est l'inverse. C'est 1 à chaque fois que vous avez un rationnel, et c'est 0 à chaque fois que vous avez un non rationnel. Donc il n'y a que deux valeurs. Et simplement, il faut savoir quelle est la taille de l'ensemble des x qui valent 1 et quelle est la taille de l'ensemble des x qui valent 0. Donc la clé de l'intégration de Lebesgue, ça va être de donner une taille, une longueur de ces intervalles-là. La clé, ça va être de donner une taille à des ensembles de nombres. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la mesure. Et donc, Lebesgue a développé cette théorie. On va introduire la mesure de Lebesgue. Si vous arrivez à donner la taille de l'ensemble des x pour lesquels la fonction vaut 1 et la taille de l'ensemble des x pour laquelle la fonction vaut 0, alors l'intégrale de cette fonction, ça va être justement la taille, je vais noter m comme mesure, la taille de l'ensemble des x tel que d de x égale 1 fois 1, fois la valeur, voilà, ceux-là ils ont donné 1 euro, et les autres ils donnent 0 euros. Donc plus la taille de l'ensemble des x tel que d de x égale 0, fois 0, parce que ceux-là ont donné 0 euros. Donc si j'arrive à donner une mesure de la taille des ensembles, alors je peux calculer cette fonction-là très simplement. Alors ça c'est quoi cet ensemble-là? Ben, ça c'est l'ensemble, ça c'est juste exactement Q. L'ensemble des x tel que d de x vaut 1, c'est Q. Et ça, cet ensemble-là, c'est R moins Q. Vous connaissez cette notation? C'est R moins, enfin R sans les éléments de Q. Privé de Q, si vous voulez. Donc si j'arrive à donner une mesure des différents ensembles, je vais pouvoir calculer tout un tas de fonctions que je ne pourrais pas calculer, enfin tout un tas d'intégrales que je ne pourrais pas calculer avec l'intégrale de Riemann. Ok? Donc c'est ça la philosophie de l'intégrale de Riemann, de Lebesgue. Donc vous voyez que le cœur de cette intégration, ça va être en fait la théorie de la mesure, comment attribuer une taille à un intervalle, enfin à un ensemble de points. Okay. Si on sait faire ça, on saura intégrer, et c'est ça qu'a fait Lebesgue. Donc bravo à lui. Allons-y. Et maintenant, ça va être un autre tour. Je vais passer ça, on n'en a pas besoin. Des questions là sur le principe? Non? C'est à peu près clair? Alors je vous le dis tout de suite, la taille de l'ensemble des rationnels, ça va être 0 en fait. Les rationnels sont complètement négligeables dans l'ensemble des réels. C'est un ensemble de ce qu'on appelle de mesures nulles, c'est-à-dire qu'ils sont très très peu nombreux dans l'ensemble des réels. Comme vous le savez, Q est dénombrable, alors que l'ensemble des réels n'est pas dénombrable. Et la théorie qu'on va développer maintenant va donner une interprétation rigoureuse à cette idée que les rationnels au sein des réels, ils sont complètement négligeables. Ils comptent pour du beurre, ils sont ce qu'on appelle deux mesures nulles, c'est-à-dire que la mesure de l'ensemble des rationnels, ça va être 0. Et on va établir ça de façon très propre, avec une théorie qui permet de calculer la taille, la mesure de n'importe quel sous-ensemble, presque de n'importe quel sous-ensemble de R. Ok, alors grand 2, mesure de Lebesgue.
Et on va commencer par définir une sigma algèbre ou tribu sur un ensemble. Alors, définition. Donc, pour définir la notion de mesure d'ensemble, il va falloir définir d'abord les ensembles qui ont une chance d'avoir une mesure, et ce ne sera pas le cas de tous. Alors, on appelle sigma algèbre sur un, donc soit X un ensemble, soit X un ensemble quelconque. Par exemple, R, l'ensemble des nombres réels. Je vous donne une définition générale, nous on va l'appliquer à R ou à R carré, enfin, ou à R2, R3 si on travaille dans le plan ou dans l'espace. On va pouvoir faire des intégrations pas juste à une dimension, mais grosso modo, X ce sera par exemple R. La plupart du temps, dans ce qu'on fera, ce sera R. Soit X un ensemble, on appelle sigma algèbre sur X toute collection de sous-ensembles de X vérifiant les propriétés suivantes. Alors je vais lui donner un nom, toute collection de sous-ensembles de X. Je vais la noter grand M comme mesure, avec 3 branches. Donc c'est un ensemble d'ensembles, c'est une collection d'ensembles. Je ne donne pas le sens précis au terme collection, c'est le sens ordinaire. On a une collection sous-ensemble qui vérifie ceci. Alors, premièrement, X appartient à cette collection. L'ensemble lui-même, l'ensemble global, fait partie de cette collection. Puis, si A fait partie de cette collection d'ensemble, alors le complémentaire de A dans X, je le note AC, fait aussi partie de l'ensemble. C'est-à-dire c'est X moins 1 en fait, parce que je note A complémentaire, c'est X privé de A. D'accord? Tout simplement, hein, il n'y a pas de subtilité. Donc je veux qu'il y ait, l'ensemble fait partie de ces éléments, l'ensemble global fait partie de l'ensemble des sous-ensembles que je considère. À chaque fois que j'en ai un, j'ai aussi son complémentaire. Et puis ensuite, je vais autoriser de faire des unions infinies et des intersections infinies. Enfin, l'un implique l'autre compte tenu de la propriété de complémentarité. Donc, si A est l'union donc de n égale 1 à l'infini des AN, ou quel que soit n, AN appartient à la sigma algèbre, alors A en fait aussi partie. Ok? Alors sigma algèbre, c'est le terme un peu mathématique sympathique, c'est le terme qu'utilisent aussi les anglo-saxons. En français, on dit souvent une tribu. Ça fait, on dit aussi tribu. C'est une tribu d'ensemble. On appelle ça une tribu, je ne sais pas trop pourquoi, c'est une tribu d'ensemble. Enfin, on dit ça comme ça.
Donc, vous avez un ensemble, par exemple R, et puis vous considérez une tribu de sous-ensembles, mais il doit y avoir des propriétés. À chaque fois que vous en avez un, vous avez le complémentaire, et si vous en avez un certain... Enfin, toutes les unions que vous faites, y compris des unions infinies, doivent être dans l'ensemble. D'accord? Alors ça veut dire aussi que toutes les intersections sont aussi dans l'ensemble. Parce que ça va être le complémentaire de l'union, enfin, d'accord? Par exemple, j'ai dit que, donc ça c'est la définition, j'ai dit que X, l'ensemble global, est dans L, par conséquent, l'ensemble vide appartient aussi à cette tribu. Puisque c'est le complémentaire de l'ensemble total. D'accord? Alors, je vais vous donner quelques exemples complètement triviaux. Allez, exemple fermé, ça. Donc jusque-là, il n'y a rien de spécial, mais ce qu'on va voir, c'est qu'on va définir une mesure sur ces ensembles-là. Alors, exemple triviaux, la collection X ensemble vide, ça c'est une tribu. En fait, c'est la tribu la plus simple. Quand je dis tribu, je pourrais dire sigma algèbre. La sigma algèbre la plus simple, c'est celle-là, puisque toute sigma algèbre contient X, et dès lors qu'on a un élément, on a son complémentaire. Donc toute tribu contient au moins X et l'ensemble vide. Et bien, en fait, celle qui ne contient que cela, c'est une tribu, parce que ça vérifie en plus que vous pouvez faire n'importe quelle union de ça. X union X, c'est X, et X union l'ensemble vide, c'est X, et l'ensemble vide union l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Donc ça vérifie trivialement la propriété. Oui? Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que ça veut dire complémentaire déjà? Complémentaire, c'est tous les éléments qui ne sont pas dedans, tous les autres. Donc vous avez un ensemble X, et puis vous prenez un sous-ensemble, A, avec certains éléments. Le complémentaire de A, c'est tous les autres éléments. Ça fait un autre ensemble. C'est l'ensemble des éléments qui ne sont pas dans A. D'accord? Ça se note comme ça. Ok? Donc, l'ensemble des éléments qui ne sont pas dans X, c'est l'ensemble vide et réciproquement. Donc, cette tribu est complètement triviale et sans intérêt, mais bon, elle est là. Alors, une autre tribu, triviale aussi, ça va être l'ensemble global, l'ensemble vide, et puis un élément A particulier. Donc, pour A dans X. Prenez un élément A. Alors, attention, si vous avez un élément A, il faut qu'il y ait son complémentaire, c'est-à-dire X privé de A. Et bien ça, en fait, ça c'est une tribu. Ça marche, c'est une sigma algèbre qui vérifie les propriétés. Mais évidemment, ça n'a strictement aucun intérêt, on est tous d'accord. Enfin. Alors, en fait, il s'avère que construire une tribu qui a un intérêt, c'est pas si simple que ça. Parce que très rapidement, vous avez beaucoup d'éléments, en fait. Dès que vous commencez à mettre beaucoup d'ensembles là-dedans, toutes les unions finies, vous pouvez en avoir un, vous prenez le complémentaire, puis vous faites l'intersection avec un autre, etc. Enfin, tous ces trucs-là vont faire très rapidement un énorme ensemble de sous-ensembles, mais néanmoins pas tous. Donc, nous on va s'intéresser à ce qu'on appelle la tribu de Borel d'abord, puis la tribu de Lebesgue, justement, qui va être un ensemble de sous-ensembles de R, donc, qui va être assez général, enfin qui va être très général, mais qui ne va pas contenir néanmoins tous les éléments, tous les sous-ensembles possibles de R. Alors, on va y aller petit à petit. Donc j'ai défini ce que c'était qu'une sigma algèbre ou une tribu, et maintenant je vais définir, oui. Dans votre deuxième exemple, là, je ne comprends pas pourquoi on met qu'il y a X privé de A, alors qu'on sait déjà qu'il y a X. Ah oui, mais puisqu'il y a A, il faut qu'il y ait le complémentaire de A. Or, le complémentaire de A, c'est justement X privé de A. Oui, mais on sait déjà qu'il y est puisqu'il y a X, non? Oui,
Mais attention, c'est une collection de sous-ensembles, c'est pas une collection d'éléments. Donc c'est un ensemble de sous-ensembles. Ce sous-ensemble-là, qui est tout l'ensemble, c'est un sous-ensemble, il y a ce sous-ensemble-là, ça c'est un sous-ensemble, et donc il faut le sous-ensemble complémentaire. D'accord? Il ne suffit pas que les éléments soient dans un des ensembles-là. Tous les éléments sont dans X, sinon ce serait réglé. Ah, donc c'est un ensemble de sous-ensembles. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attribuer une mesure, une taille à chacun de ces sous-ensembles. Donc celui-là, il va avoir la taille maximale. Celui-là, si tout va bien, il va avoir la taille 0. D'accord? S'il n'y a aucun élément dedans, on ne voit pas bien comment il pourrait avoir une taille plus grande que 0. Enfin, on va voir ça tout de suite. Ça, il faudra attribuer une taille. Alors, soit... enfin bon, on va voir ça. Je vais définir maintenant ce que c'est qu'une mesure sur une tribu ou sur une sigma algèbre. Donc, deuxièmement, je pense, ou... Quoi? Ah non, non, non. Ah non, non, pas tout de suite. Alors, petit c, on va parler de tribus engendrées. Par une collection. Par une collection de sous-ensembles. Alors, par définition, vous avez un ensemble X. L'ensemble des parties de X, vous savez comment on note ça? On note ça P de X. D'accord? Ça, c'est tous les sous-ensembles de X. Ça se note P de X, c'est l'ensemble des P comme parties. Prenez des parties de X, n'importe lesquelles. L'ensemble des parties de X, ça se note P de X. Et donc, maintenant, je vais prendre... comment je vais l'appeler? Je vais appeler ça... alors, j'ai pris une notation qui n'est pas géniale. Allez, si. Soit K. Donc K, c'est un élément de l'ensemble des parties de X, donc c'est une partie de X. Autrement dit, c'est un sous-ensemble de X. Enfin, pardon. Oui, oui. Enfin, non. Non, c'est pas un élément de X, pardon. Je vais prendre K inclus dans P de X, excusez-moi. C'est déjà une collection de sous-ensembles. Donc j'ai X, j'ai l'ensemble des sous-ensembles de X, et parmi cet ensemble de tous les sous-ensembles possibles, j'en prends un certain nombre. Ça me fait un ensemble de sous-ensembles de X, enfin un ensemble de parties de X, ok? Alors, un petit théorème nous dit ceci. Voilà. L'intersection de toutes les tribus qui contiennent K est une tribu. C'est quoi une tribu qui contient K? Donc K, c'est un ensemble de sous-ensembles. Et donc une tribu qui contient K, c'est un ensemble de sous-ensembles qui vérifie les propriétés qu'il faut pour être une tribu, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y en a un, il y a son complémentaire et toutes les unions font partie de la tribu aussi. Donc il y a un certain nombre de tribus qui contiennent tous les sous-ensembles qui sont dans le K. Il y en a forcément au moins une parce que ça, c'est une tribu qui fonctionne. L'ensemble des parties, dans l'ensemble des parties, il y a tous les ensembles, donc il y a forcément tous les complémentaires, toutes les unions, il y a tous les sous-ensembles.
Donc il en existe, mais donc il y a des tribus qui contiennent tous les éléments qui sont dans le cas, tous les sous-ensembles qui sont dans le cas, et vous faites l'intersection de toutes ces tribus qui contiennent tous les ensembles de cas, et donc vous avez la plus petite tribu qui contient tous les éléments de cas. D'accord? C'est la plus petite tribu. Dont tous les éléments de cas font partie. Les éléments de cas étant des sous-ensembles de X. D'accord? Bon, c'est très simple à vérifier que c'est une tribu. En fait, il suffit de vérifier les propriétés de définition d'une tribu. Je ne veux pas perdre 2 secondes à faire ça, mais eh bien, cette tribu qui est la plus petite des tribus qui contiennent les éléments de cas s'appelle la tribu engendrée. D'accord? Donc vous donnez un certain nombre de sous-ensembles, eh bien il y a une tribu minimale qui contient tous ces sous-ensembles-là. Et on l'appelle, de façon tout à fait naturelle, la tribu engendrée par le sous-ensemble en question. Par le sous-ensemble des parties de X, c'est-à-dire par l'ensemble des sous-ensembles. Alors, une première action de la définition, la X appartient à M. Alors, je trouve ça un peu bizarre. J'ai regardé sur Wikipédia et je trouve que c'est M différente de l'ensemble vide. Alors, du coup, je me demande Oui. À quoi ça correspondait vraiment, parce que X appartement à M. Non, non, intuitivement, c'est que il faut que donc une tribu, c'est une collection de sous-ensembles. Vous exigez que dans cette collection, il y a l'ensemble lui-même. C'est juste ça. Alors évidemment, si votre ensemble de départ, c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de sous-ensemble de l'ensemble vide d'autre que lui-même, donc à la limite, vous formez une tribu avec juste lui, enfin, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est bizarre, c'est que M serait plutôt inclus dans X. Ah non, 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 non. Non, 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 non. M, c'est un ensemble de sous-ensembles. X, c'est un ensemble d'éléments. X, c'est un ensemble de réels, par exemple. C'est un ensemble de nombres. X, c'est, mettons, X, c'est grand R. Donc X, c'est un ensemble de nombres. M, c'est un ensemble d'ensemble de nombres. Et on peut très bien construire une collection où X n'appartient pas à cette collection. On pourrait construire une collection, par exemple 3, 5, et puis 2, et puis 12,5 et pi. Voilà un ensemble de sous-ensembles de R. Bon, bah là-dedans, il n'y a pas R. Donc ce qu'on exige pour une tribu, c'est qu'il peut y avoir, voilà, 3, mais il faut aussi qu'il y ait R. Mais, donc, prenons cette collection de sous-ensembles de R, il existe une tribu engendrée par ça. Ça va être la plus petite tribu qui vérifie les propriétés des tribus, donc c'est sûr qu'il va y avoir dedans R et l'ensemble vide, il va falloir déjà ajouter ça, puis il va falloir ajouter le complémentaire de lui, et le complémentaire de lui, et le complémentaire de lui, et puis il va falloir ajouter l'union de lui plus lui, puisque une tribu, elle doit contenir toutes les unions de ses propres éléments. Donc il va falloir avoir l'union de lui et de lui, mais le complémentaire aussi, du coup, de l'union de lui et de lui. Puis le complémentaire de l'union de lui et de lui, plus le complémentaire, voilà. Donc, dès que vous en mettez un petit peu, ça commence à... Voilà. Donc, décrire complètement l'ensemble des éléments qui sont dans une tribu, je vous ai donné des tribus triviales, voilà, ça c'est bien, ça fonctionne. Dès que vous voulez mettre des choses un peu plus intéressantes, c'est sûr que ça implique des tas de choses dedans. Mais, quelle que soit la collection d'ensembles à partir desquels vous partez, enfin, de laquelle vous partez, il existe, donc, il y a un certain nombre de tribus qui contiennent ces ensembles-là, et vous prenez la plus petite possible, c'est-à-dire l'intersection de toutes ces tribus, eh bien, c'est encore une tribu, et c'est celle-là qu'on appelle la tribu engendrée. C'est-à-dire la plus petite tribu qui contient les éléments que vous avez. Ok ?
Voilà. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la tribu de Borel? Eh bien, c'est la tribu engendrée par les ouverts de R. Alors, allons-y. Je voulais dire autre chose avant? Non. Alors, tout de suite, petit D, tribu de Borel. Par définition, c'est la tribu engendrée par les ouverts de R, avec la topologie standard. Donc tout ensemble ouvert appartient à cette tribu, mais bien plus que ça. En particulier, tous les ensembles fermés appartiennent aussi à cette tribu, puisque si vous avez un ouvert, son complémentaire est un fermé, et donc si vous avez, chaque élément, vous avez son complémentaire. Donc, vous avez le complémentaire de tous les ouverts, c'est-à-dire tous les fermés. En particulier, mais pas que. Vous avez aussi les semi-ouverts, semi-fermés. Puisque ça va être le complément, vous avez droit aux unions et aux intersections, bon, bref. Vous avez énormément, dans la tribu de Borel, sigma algèbre de Borel, vous avez un nombre vraiment gigantesque de sous-ensembles. Oui. Mais la tribu engendrée par les ouverts, c'est pas la même que la tribu engendrée par les fermés? Si on aurait pu faire ça comme ça, je sais pas. Si, il se trouve que oui. Oui. De manière générale, la tribu engendrée par A, c'est égal à la tribu engendrée par A bar. Alors, dans R, sinon, si, mais oui, de toute façon. Il faut voir, il y a peut-être des topologies bizarres ou... Non, si, complémentaire d'un ouvert par définition c'est un fermé. Oui. En tout cas, voilà, la tribu de Borel, c'est ça. Alors, c'est gigantesque, le nombre de sous-ensembles qu'il y a là-dedans. Mais on va définir, en fait, justement, on va définir une mesure. On va être capable de donner une mesure à tous les ensembles qui sont dans la tribu de Borel. Et on va même rajouter encore des éléments dans cette tribu, c'est-à-dire des sous-ensembles, pour faire la tribu de Lebesgue, qui va être celle vraiment avec laquelle on va finir de travailler. Donc c'est colossal, mais c'est comme ça. Voilà. Ok, alors... j'avais fait cette petite remarque que ça, c'est la tribu engendrée par le sous-ensemble A. Si vous avez juste A, la tribu engendrée, il faut rajouter X, donc le complémentaire, il faut aussi rajouter son complémentaire, mais en fait ça suffit, parce que ça c'est bien une tribu. Mais bon, à part ça, dès que vous avez beaucoup d'éléments, la tribu devient gigantesque, et si vous autorisez tous les ouverts c'est aussi les unions d'ouverts, donc évidemment, ça fait des tribus gigantesques, mais c'est comme ça. C'est plus une tribu, c'est une smala, je sais pas comment on dit. Je sais pas pourquoi on dit tribu en français et pas en anglais, je crois pas qu'on dit tribe, je crois pas qu'on dit ça. On parle de sigma algèbre. En tout cas, je pense que je vais passer ça. Ceci dit, comme vous le voyez, ce sont les Français qui ont inventé tout ça, Cocorico quand même, il faut le dire. Borel, Lebesgue, tout ça, c'est des immenses mathématiciens, français en l'occurrence. Mais ça n'a strictement aucune importance, on est bien d'accord. Donc, deuxièmement, mesure sur un ensemble... mesure sur une tribu, justement. Alors, mesure sur un ensemble X, mais la mesure va consister à attribuer un nombre, sa mesure, à chaque élément d'une tribu. Alors, définition. On
appelle mesure sur x. Une fonction positive, mu comme mesure, d'accord, définie sur une sigma algèbre, c'est-à-dire une tribu. Ah, je vais dire tribu. Donc, à valeur dans 0 plus l'infini inclus, ça c'est important que ce soit inclus, donc c'est une fonction positive, mais en fait dans ce sens-là. C'est-à-dire plus l'infini est considéré comme un nombre positif. Donc des ensembles pourraient avoir comme mesure l'infini. Typiquement, grand R, l'ensemble des réels aura pour mesure l'infini, ça a une taille infinie. Donc c'est une fonction qui à chaque élément de l'attribut attribue un nombre, mais il faut évidemment que ça vérifie un certain nombre de propriétés, que voici. Alors, voilà, je définis ça. Qui doit être, alors on appelle ça dénombrablement additif. Alors c'est une propriété tout à fait naturelle, c'est ce qu'on attend pour une mesure, et donc ça dit ça, c'est-à-dire que si vous avez un ensemble de sous-ensembles, je veux dire une collection dénombrable, hein, donc pas uniquement finie, une collection dénombrable, donc je mets i dans n, donc de sous-ensemble de x, tel que donc chaque AI de sous-ensemble de X qui sont des éléments disjoints de M, donc ils font partie de l'attribut, mais ils sont disjoints, hein, c'est-à-dire que AI interagit C0, enfin, c'est l'ensemble de pi. I est différent de J, bien sûr, d'accord. Eh bien, vous avez la mesure de l'union des AI qui est égale à la somme des mesures des AI. Ok? Donc ça c'est la propriété qu'on exige, mais c'est bien naturel. Vous exigez, si vous avez deux ensembles qui sont séparés, qui n'ont aucun élément en commun, si lui a une mesure 3 et lui une mesure 12, bah, l'ensemble qui est la réunion des deux aura une mesure 3 plus 12, 15. Mais ça doit être vrai même quand vous faites une union infinie dénombrable d'ensemble. Okay, bah c'est la seule propriété qu'on exige en fait. Le nombre attribué, enfin, donc la mesure d'un ensemble, ça doit être un nombre positif. Donc c'est vraiment sa taille au sein. À tous égards, c'est la notion de taille qu'on veut que Lebesgue cherche à. Enfin, la notion de volume de manière générale. Donc à 1D, ça va être la notion de longueur. À 2D, ça va être la surface, mais vous pouvez avoir un ensemble abstrait qui n'a rien à voir avec les nombres, hein, peu importe. On veut attribuer une taille à chaque sous-ensemble. Et donc on aura une bonne taille si ça attribue à tous les éléments de l'attribut une taille qui est positive, qui peut éventuellement être infinie, mais qui est additive, et on dit sigma additive, ou dénombrablement additive. Sigma, ça vient de l'allemand pour somme, en fait, si je me souviens bien. C'est un Allemand qui avait introduit cette notion. Pourquoi il n'y a pas que des Français? Voilà. Alors, on va voir quelques exemples de... D'abord, on va voir des propriétés. Alors,
petit b propriété. Alors en fait, c'est simple, vous voyez, c'est le seul critère qu'on impose. Mais ce simple critère permet de déduire des propriétés tout à fait sympathiques, des choses qu'on aimerait avoir, qui sont, disons, intuitives, mais qui découlent tout simplement de ça. D'abord, c'est que la mesure de l'ensemble vide, c'est 0. C'est plutôt sympathique. Ah oui, parce que si vous avez un ensemble A et vous faites union avec l'ensemble vide, bah, ça va faire l'ensemble A. D'accord? Si vous ajoutez rien à l'ensemble A, vous avez toujours l'ensemble A. Et donc, il faut que la mesure de l'ensemble A ajoutée à rien, ça doit être égal à la mesure de l'ensemble A plus la mesure de l'ensemble vide. Et donc, la mesure de l'ensemble vide, c'est 0. Bref. Donc, toutes ces propriétés que je vais énoncer sont tout à fait simples, en fait. Enfin, certaines sont un tout petit peu plus élaborées, mais ça découle très très simplement de la définition. Autre propriété, si vous avez A qui est inclus dans B, mais bien sûr, A et B sont tous deux dans l'attribut, hein, c'est-à-dire qu'il existe une mesure de chacun de ces deux éléments, de ces deux ensembles, alors vous avez mu de A qui est plus petit que mu de B. D'accord? Si vous avez un ensemble qui est inclus dans un autre, sa taille est plus petite que l'autre, que celle de l'autre. Tout simplement parce que B, c'est A union le complémentaire de A. Pardon. Oui. Union le complémentaire de A dans B. Et ça, c'est aussi un élément de l'attribut. Et donc, la mesure de B, c'est la mesure de A plus la mesure de son complémentaire dans B, qui doit être positive, et donc forcément la mesure de B est plus grande que la mesure de A. Bref, tout ça est très simple, je ne vais pas faire ces démonstrations à chaque fois, mais vous voyez l'idée. De toute façon, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Bon, là, il y a deux propriétés, je ne vais finalement pas les donner, on n'en a pas besoin, parce que je sens le temps qui défile. Je m'arrête là. On verra quand on aura besoin d'autres propriétés, je les introduirai. J'ai peur de... Oh, aïe, aïe, aïe. Oui. Donc, alors, exemple, alors il y a ce qu'on appelle la mesure de comptage. Alors c'est une mesure très simple, qui est assez naturelle, enfin méga utile pour la théorie de l'intégration malheureusement, mais enfin ça peut vous familiariser avec cette notion de mesure. La mesure de comptage, c'est que simplement donc, vous avez un ensemble X, éventuellement infini. Eh bien, vous attribuez à X la valeur infinie. Et puis, si vous avez un sous-ensemble de X, d'accord? Eh bien, vous allez dire que mu de A, c'est plus l'infini si A contient une infinité si A est infini, quoi, s'il contient une infinité d'éléments. Et si A contient n éléments, ben vous allez dire que sa mesure c'est n. Donc c'est juste le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Donc c'est son cardinal. Mais ça, vous pouvez vérifier que c'est tout à fait compatible avec cette définition. C'est une bonne mesure, donc c'est la mesure de comptage qui dit combien il y a d'éléments dedans. Enfin, oui, c'est une bonne façon de donner la taille d'un ensemble. Alors, le seul problème, c'est que avec cette mesure-là, tous les ensembles infinis ont tous la même taille, l'infini. Vous ne pouvez pas les distinguer. Par exemple, si vous essayez de... Enfin, on peut appliquer cette mesure-là à l'ensemble R, ou à l'attribut des Boréliens, par exemple. Vous allez avoir, par exemple, l'intervalle AB. Ben, l'intervalle AB, il est de taille infinie, puisqu'il y a une infinité d'éléments là-dedans. Donc avec la mesure de comptage, on ne va pas bien loin. Et en particulier, l'intervalle AC avec C plus grand que B, bah, ça a aussi l'infini. Donc ils ont la même mesure, ces deux ensembles. Bon, en tout cas, c'est une bonne mesure qui peut fonctionner pour certains usages, mais qui ne va pas être très utile pour l'intégration. En tout cas, voilà un exemple de mesure. Un autre exemple de mesure qui peut être bon de noter, à nouveau
simplement pour vous familiariser, c'est, je ne sais plus comment on l'appelle d'ailleurs cette mesure, enfin bref, j'ai envie de l'appeler mesure d'appartenance. Donc, vous avez l'ensemble X, et puis vous prenez un certain x0 dans X, un élément particulier, et vous allez dire que donc vous prenez E dans l'attribut que vous avez fabriqué, et vous dites que mu de E, c'est 1 si x0 appartient à E, et sinon c'est 0. Ben, vous pouvez vérifier que ça c'est une bonne mesure. C'est-à-dire si vous avez deux ensembles disjoints, la somme des mesures, la mesure de l'union, ça va être la somme des mesures. Ben oui, parce que si les deux ensembles sont disjoints, soit aucun des deux ne contient x0, et donc chacun a pour mesure nulle et l'union aussi, soit il y en a un qui contient x0 et pas l'autre, et donc l'union va contenir x0, ça vaudra 1, et la somme des mesures, ça fera 1. Donc ça marche. Et parce qu'il n'est pas possible que deux ensembles disjoints aient tous les deux x0 dedans. C'est par définition, à ce moment-là, ils auront au moins une intersection qui est x0. Donc voilà, c'est une bonne mesure qui fonctionne. Qui a certaines utilités, d'ailleurs on verra des variantes de ça. Mais enfin, bon. Alors, allons dire droit au but, on va maintenant définir la mesure de Lebesgue sur l'attribut des Boreliens, l'attribut de Borel. Alors, troisièmement, mesure de Lebesgue, c'est quand même là qu'on va arriver. Alors, ce qu'on appelle un borélien, c'est un peu un raccourci de langage, un borélien, c'est un ensemble qui fait partie de l'attribut de Borel. On appelle ça des fois l'attribut des boréliens. Enfin, c'est les ensembles boréliens, sont ceux qui sont dans la plus petite tribu engendrée par les ouverts de R. Okay. Alors, comment on va définir la mesure de Lebesgue sur ces ensembles-là? Eh bien, je vais commencer par un théorème, parce que c'est elle qui va définir la mesure, c'est lui qui va définir la mesure, théorème. L'ensemble l'ensemble R, où est-ce que je suis? L'ensemble R B. Donc ça c'est l'attribut de Borel, d'accord? C'est l'attribut des ensembles qui a été engendré par tous les ouverts, d'accord? Donc l'ensemble R, avec la collection de sous-ensembles qui sont précisément les boréliens, admet une unique mesure mu tel que soit A et B dans R, la mesure de l'intervalle AB soit ce qu'on veut. Et c'est quoi qu'on veut? Vous voudriez quoi pour la mesure de l'intervalle AB? La taille de AB, quoi. Wow, vous avez bien une volonté là. Vous voudriez qu'elle ait quoi? Cet intervalle, quelle est sa taille? B moins A, bien sûr. Si on a ça, on a une mesure qui est compatible avec la notion de longueur standard. Alors le théorème nous dit que, en fait, il existe une seule façon de définir une mesure, c'est-à-dire d'attribuer un nombre, une taille à chacun des sous-ensembles qui font partie des boréliens, c'est-à-dire un très très vaste ensemble d'ensembles de sous-ensembles de R.
il existe une seule façon d'attribuer une mesure à tous ces ensembles qui soit sigma additive, c'est-à-dire qui vérifie ça, là, soit additive comme il faut, et qui, à chaque fois que l'ensemble, c'est un bête ensemble comme ça vaut bien B-A. Alors évidemment, sur des unions de ça avec un autre truc, passage au complémentaire, réunion avec le complémentaire dans un autre truc, il y a des ensembles là-dedans qui n'ont rien à voir avec des intervalles, on est bien d'accord. Mais au moins pour les intervalles, on voudrait que ça colle à ça. Eh bien, c'est possible de faire ça, et il n'y a qu'une seule façon de faire ça, et donc ça définit la mesure de Lebesgue, au moins pour les intervalles, pour les ensembles boréliens. D'accord? Alors, c'est pas trivial à montrer qu'il existe une mesure comme ça, qui soit bien sigma additif, dénombrablement additif. Donc je ne vais pas le faire, mais sachez-le, donc ça c'est toute l'étude de la théorie de Lebesgue, de la mesure de Lebesgue. Il existe effectivement, et elle est unique, il n'y a pas d'autre façon de faire. Ça, on comprend assez bien qu'elle soit unique, parce qu'à partir du moment où on fixe tout ça, tout le reste, les autres ensembles de Borel vont s'obtenir par complémentaire, etc. Et union, et passage au complémentaire, et union, etc. Et donc, en fait, tout est contraint par... si on impose ça, en fait, on va imposer la valeur de la mesure, de la taille de tous les autres ensembles. Mais ce qui est fort, c'est qu'il existe effectivement une mesure comme ça qui vérifie la propriété qui va bien. Et donc, on l'appelle mesure de Lebesgue. Et oui, voilà. Alors, en particulier, exemple, la mesure d'un singleton, si on prenait n'importe quel réel, le sous-ensemble formé de ce seul réel, ça c'est une mesure nulle, bien sûr. Puisque ça, c'est l'intervalle AA. Donc ça a pour longueur A moins A, c'est-à-dire 0. Donc chaque élément individuellement, ça a une mesure nulle. Mais du coup, puisqu'on a la sigma additivité, si vous prenez une collection, même d'un nombre infini, mais dénombrable de points, séparés, sa mesure sera nulle. D'accord? Donc la mesure d'un ensemble de AI pour I dans L, c'est 0. Et du coup, vous voyez en particulier que l'ensemble Q est de mesure nulle. L'ensemble Q des rationnels, d'accord? Ça, c'est un sous-ensemble, c'est un parfait sous-ensemble de R. Il est évidemment borélien, puisque c'est juste une collection, c'est une union infinie de nombres individuels qui sont... oui. Et donc, il y a une mesure à ça, et cette mesure-là, c'est 0. Mu de Q, c'est 0. Voilà pourquoi on peut intégrer la fonction de Dirichlet. Parce que la fonction de Dirichlet, elle vaut 1 sur tous les éléments Q, et elle vaut 0 sur tous les autres éléments. Donc elle vaut 0 tout le temps, sauf sur un ensemble qui a une mesure nulle, qui a une taille nulle, qui compte pour du beurre. Et donc l'intégrale de la fonction de Dirichlet, en fait, c'est 0. Si vous sommez de 0 à 1 la fonction de Dirichlet, vous allez trouver 0 parce qu'elle vaudra 1 sur un ensemble de mesures nulles. Donc si vous groupez tous les nombres pour lesquels ça vaut 1, et puis tous les nombres pour lesquels ça vaut 0, et puis que vous faites la somme, comme le boulanger, d'accord? Vous allez avoir, donc, tous les nombres pour lesquels ça vaut 1, c'est l'ensemble des Q. Et donc la taille de l'ensemble des nombres pour lesquels la fonction vaut 1, c'est une taille nulle. Et donc, c'est comme si vous n'aviez pas du tout de nombre 1, il n'y a que des zéros. Et donc, l'intégrale de la fonction de Dirichlet, c'est 0, en fait,
sur n'importe quel intervalle. Okay. Donc vous voyez comment ça... Enfin, on va définir proprement la notion d'intégrale, mais vous voyez déjà comment ça sort. Ok, bon, on a ça. Quelle heure est-il? On a 10 minutes là pour faire 3 pages. 4. Bon, allez, courage. Je fais une remarque à ce propos après. Oui, peut-être je peux faire une remarque déjà ici. Donc, la taille de n'importe quel ensemble dénombrable, c'est 0. Mais il existe des ensembles qui sont non dénombrables, comme par exemple l'ensemble des nombres triadiques de Cantor. Vous connaissez l'ensemble de Cantor, non? Ça vous dit rien? Bon, on en parlera après. Donc, c'est un ensemble non dénombrable, mais qui est quand même de mesure nulle. Donc il ne suffit pas d'avoir une collection dénombrable de nombres, même une collection non dénombrable de nombres peut être de mesure nulle. Bien. Petit b. C'est petit b ou petit c? Petit b. Petit b. Mesure d'un ensemble élémentaire. Alors, si E, donc je vais appeler ensemble élémentaire une union d'intervalles, tout simplement, une union d'intervalles disjoints. Une union finie cette fois, donc ça va être très simple. De k égale 1 à m, d'intervalle ik, avec ik inter il égale 0 si k différent de l. Élémentaire, pardon. Donc, un ensemble élémentaire, enfin c'est une définition comme ça, on peut l'oublier 2 secondes après, pour les besoins de la cause, j'appelle ensemble élémentaire un ensemble qui est une union finie d'intervalles disjoints. D'accord? Par exemple, si je représente la droite réelle, je vais avoir I1 ici, I2 là, I3, I4, etc. Mais un nombre fini. Donc dans ce cas-là, quelle est la mesure de E? Bien évidemment, c'est la somme à la mesure des IK. La mesure des IK, elle est connue par Borel, puisque pour un intervalle, c'est B-1. Donc, je sais, cette simple définition me permet de calculer la taille de n'importe quel ensemble élémentaire, c'est-à-dire collection finie d'intervalles de taille, d'intervalles, disjoints. Alors, je pourrais le faire d'ailleurs pour une union infinie, par sigma additivité, mais je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Donc, ok, ça c'est la mesure un exemple de mesure d'un ensemble élémentaire. Alors, l'intérêt va venir de la notion de recouvrement. Petit c, recouvrement d'un ensemble. Alors, soit A, une partie de R, donc je me mets dans R maintenant, mais ceci serait valable. Enfin, je reste dans R puisqu'on veut étudier la mesure de Lebesgue sur les sous-ensembles boreliens de R, donc on prépare à l'intégration. Donc, la propriété ici, c'est que si vous avez un ensemble dans R, vous pouvez toujours trouver une réunion finie ou dénombrable, puisqu'on peut aussi faire des sommes dénombrables, d'intervalles tels que A soit contenu dedans. Donc, on peut trouver
une réunion finie ou dénombrable d'intervalle. Donc je vais ajouter IK, enfin chacun des intervalles c'est IK, tel que A soit contenu dans l'union des IK. D'accord? Si on fait ça, alors cet ensemble-là est appelé recouvrement de A. Bon, c'est très intuitif. Vous avez un sous-ensemble de R, éventuellement avec des points partout, mais vous pouvez le recouvrir par un ensemble d'intervalles, de telle sorte que donc, vous collez des intervalles disjoints, hein, bien sûr. Vous les collez les uns, enfin, vous les collez ou vous les collez pas. Enfin, vous avez une collection d'intervalles et juste vous recouvrez entièrement votre ensemble. Donc il y a des points de cette collection-là qui ne sont pas dans A, mais tous les points de A sont là-dedans. Donc vous l'avez complètement recouvert. Okay? Alors si vous faites ça, maintenant vous pouvez appeler, vous pouvez noter, notons R de A, l'ensemble des recouvrements de A. Il y a plein de façons de recouvrir un ensemble, d'accord? Donc j'appelle R de A tout l'ensemble des recouvrements de A, toutes les unions d'intervalles qui couvrent A entièrement. Eh bien, je vais définir mu de A comme la limite inférieure de l'ensemble des ensembles qui sont dans R de A de la mesure de E. Enfin, je ne sais pas si je l'ai bien dit en français. Mathématiquement, je l'ai écrit au tableau, je pense que c'est clair. Vous avez votre ensemble A, vous le recouvrez par une collection d'intervalles. Cette collection d'intervalles, vous connaissez sa mesure. Ça vaut ça, c'est juste la somme de la mesure des intervalles. Et comme on a la mesure de Lebesgue qui est, par définition, sur un intervalle, vaut la taille de l'intervalle au sens ordinaire, B-A, vous avez donc la taille du recouvrement de votre ensemble. Mais il y a plein de recouvrements possibles de votre ensemble. Pour différents recouvrements, vous n'allez pas avoir la même taille de ces recouvrements. Pour chaque recouvrement, la taille du recouvrement, c'est juste la somme des longueurs des intervalles qu'il comporte. Et donc, si vous prenez tous les recouvrements possibles, chacun va avoir sa propre taille. Certains vont avoir la taille infinie, parce qu'un recouvrement trivial, c'est R total. R total, c'est évidemment, ça recouvre n'importe quel ensemble. Et ça a une taille infinie. Ok, soit. Mais il y a des recouvrements plus petits qui vont couvrir votre ensemble. Et puis, donc, vous prenez tous les recouvrements qui recouvrent votre ensemble, et vous regardez leur taille, et vous prenez la valeur, la limite inférieure. C'est-à-dire le nombre le plus petit, tel que... Vous savez ce que c'est une limite inférieure, hein? C'est pas forcément le minimum. C'est le nombre le plus petit, tel que, si vous prenez un nombre qui est strictement plus grand que lui, il y en a un plus petit encore. Dans l'ensemble des recouvrements. Ouais? Vous voulez que je l'écrive? Je vais l'écrire. Donc, si je prends un réel qui est strictement plus grand que mu de A, il existe un certain E dans l'ensemble des recouvrements de A, tel que mu de E est strictement plus petit que R. Ok? C'est ça que ça veut dire, la limite inférieure. C'est-à-dire que vous pouvez pas prendre un nombre plus grand que ça. Si vous prenez un nombre plus grand que ça, alors il va y avoir un recouvrement qui aura une mesure plus petite. Donc,
c'est la taille la plus petite d'un recouvrement possible. Mais c'est la limite de la taille des recouvrements, c'est la limite inférieure de la taille des recouvrements de A. Ok? Voilà. Et donc ça, c'est la mesure de A. Alors en fait, ce que dit l'étude de Lebesgue, c'est que ça, c'est bien le nombre attribué par cette mesure, hein, la mesure unique qui vérifie les propriétés d'une mesure, c'est-à-dire l'additivité par union infinie d'ensemble disjoint, et qui vaut ça sur les intervalles, donne ça. En fait, on voit bien que ça doit donner ça, puisque cette étude montre que, il faudrait le démontrer proprement, mais j'espère que ça vous est naturel, que si votre ensemble est un recouvrement, c'est-à-dire si votre ensemble, pardon, est un ensemble élémentaire, alors la mesure, ça vaut cette somme-là. Maintenant, si votre ensemble peut être couvert par des ensembles comme ça, alors sa mesure va être plus petite que tous les ensembles, que la mesure de tous les ensembles qu'il recouvre. Et vous prenez le plus petit des recouvrements possibles. Okay? Donc la mesure de Lebesgue, c'est la mesure du plus petit recouvrement, si vous voulez, au sens de la limite inférieure. Ok? Alors, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas mesurer comme ça toutes les parties de R. Il existe, c'est pas facile à montrer, on a besoin de l'axiome du choix, c'est pas une démonstration constructive, mais il existe des ensembles qui ne sont pas mesurables de cette façon-là. Par contre, et c'est ça, d'où l'intérêt des Boreliens, si on restreint la mesure aux ensembles de Borel, qui font partie de la tribu de Borel, alors ils sont tous mesurables, effectivement, avec cette mesure-là. Donc, petit d, et je sens qu'il va falloir que je m'arrête. Très bientôt, je fais le petit d et je m'arrête, c'est promis. Alors, en fait, c'est juste une ligne à écrire. Donc, petit d, restriction au borélien. Bon. Et ben, qu'est-ce que je voulais dire? Pas grand-chose. Bah voilà, c'est juste ça en fait. Donc cette mesure est bien définie. Sur tous les éléments de l'attribut de Borel. Mais attention, il existe des ensembles non mesurables. Non mesurables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur attribuer une mesure. Mesure de Lebesgue. Ce n'est pas des ensembles triviaux. En fait, comme je vous disais, c'est très difficile à construire un ensemble. Enfin, c'est très difficile. À montrer qu'il en existe, c'est facile, mais on a besoin de l'axiome du choix. Donc, certains mathématiciens d'ailleurs refuseraient ça. Mais en tout cas, c'est une démonstration non constructive. Donc, pour en exhiber véritablement, c'est loin d'être trivial. Grosso modo, en fait, oui, c'est parce que c'est difficile qu'on n'en rencontre jamais en physique, et tant mieux. Et du coup, allez, je m'arrête. Ouais. Je vais montrer que n est de taille nulle. Non, mais si. On a un contrôle à faire. Vous avez cours après? On a un contrôle à faire. Un contrôle? Ouais. Ah bon. Faut construire psychologiquement, il y a une trêve. Bon, ok. Là, vous vérifiez. Vous trouverez vous-même un recouvrement qui recouvre n et dont la taille, vous montrerez que la limite 1, c'est 0. Voilà. Allez, à vendredi pour la physique quantique.